J'ai le plaisir de nouveau vous accueillir pour cette conférence mensuelle. Nous allons parler de planétologie et nous avons demandé à Madame Yolène Sauter, qui est spécialiste de minéralogie au Muséum national d'histoire naturelle et qui est investigatrice ou co-investigatrice dans l'expérience spatiale qu'elle va vous présenter, donc sur ce robot ou cet engin Curiosity. Donc je lui laisse la parole et en lui souhaitant la bienvenue. Merci. Donc écoutez, pendant l'heure qui va suivre, on va passer ensemble un bon moment à bord du robot Curiosity. Donc vous pouvez le savoir, il est arrivé il y a à peu près 4 ans sur la surface de Mars, dans le cratère, dit le cratère de Gale. Alors c'est clair qu'au départ, ce n'était pas du tout gagné d'avance cette histoire. Et quand vous regardez les clichés de gauche, qui sont en fait des vues d'artistes, c'est assez insensé d'imaginer qu'on puisse faire atterrir un robot de près d'1 tonne, suspendu au bout de 4 filins d'acier, qui doit arriver tout gentiment sur ses 6 roues motrices à la surface de Mars. Première chose. Deuxième chose, et allumer un laser en haut de son mât. Je vous rappelle qu'on n'a jamais envoyé de laser pour analyser les roches dans des planètes extraterrestres, des environnements extraterrestres tels que Mars. Maintenant que vous voyez cette image de droite, là on est dans le réel. Vous avez un espèce de selfie du robot Curiosity qui est le fait en fait d'une mosaïque de 55 images pris au bout du bras du robot, donc évidemment on a un peu triché pour que l'image soit panoramique. Donc on est bien sur Mars, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous allez faire sur Mars? Ça fait plus de 40 ans que ça dure, ces histoires-là, depuis les années 70. Vous voyez que les engins qu'on a envoyés sur Mars sont extrêmement nombreux depuis les années 70. Alors de façon majoritaire, on envoie ce qu'on appelle des orbiteurs, qui sont des sondes qui tournent autour de la planète Mars. Donc en ce moment, il y a encore 3 orbiteurs très actifs autour de Mars. On a ce qu'on appelle des atterrisseurs, donc ce qu'on appelle des landers. Vous avez peut-être entendu parler de Viking ou Phoenix. Ce sont des robots immobiles, ils atterrissent et ils ne bougent pas. Et en fait, on a une troisième type d'instrument. Ce sont des robots astromobiles, on pourrait le dire pour être français, mais on appelle ça avec nos anglicismes des rovers, donc des robots qui se déplacent. Et là, on est à la 3e génération, mais vous avez tous entendu parler probablement de Sojourner, vous avez tous entendu parler de Spirit et Opportunity, et ici, on va parler plus précisément aujourd'hui de Curiosity, qui est le robot de 3e génération. Alors, toutes ces missions, elles nous ont permis d'établir une géographie martienne, que je vous présente sous la forme de ce planisphère, où toutes les couleurs orange témoignent de haute latitude, les couleurs froides de basse latitude. En fait, Mars, c'est une planète extrêmement dichotomique, avec un équateur très sinueux. Au sud, vous avez des plateaux cratérisés, lunaires, extrêmement anciens, qui font plus de 60% de la surface de Mars et qui ont plus de 3,7 milliards d'années, ce qui est monstrueux parce que sur Terre, il n'y a que 3% des terrains qui ont cet âge-là. L'hémisphère nord, qui est plus récent, qui est une plaine basaltique assez plate. Et au niveau de l'équateur martien, vous avez une énorme pustule qui est le dôme de Tharsis. Alors pour ceux qui s'intéressent à l'actualité martienne, aujourd'hui sort un article dont on pourra discuter à la fin de la conférence, qui remet pas mal de choses en cause justement sur l'activité de ce dôme monumental qui est situé à l'heure actuelle au niveau de l'équateur martien et d'où percent 4 volcans, dont le mont Olympe, que vous connaissez probablement, qui fait 4 fois l'Everest, 20 km de haut. C'est la surface de base, c'est la France, donc c'est un volcan monstrueux. Tout ça pourquoi en fait Pourquoi? Parce que sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc le visage de Mars n'est pas restructuré en surface tel qu'il est sur la Terre. La conséquence de ce phénomène, c'est que les terrains anciens à la surface de Mars forment plus de 60% de sa surface, alors que sur Terre, la tectonique des plaques restructure le visage de la Terre en surface, donc efface sa mémoire. Sur Mars, ça n'est pas le cas. Et, autre conséquence, quand vous avez des panaches de manteaux chauds qui percent la croûte martienne, comme il n'y a pas de tectonique des plaques, il n'y a qu'une plaque, ça ne bouge pas. Donc au lieu d'avoir un chapelet d'îles volcaniques comme à Hawaï,
quand vous alimentez par un chalumeau un volcan, ben, ça va s'édifier à la verticale, d'où le gigantisme de ces volcans. Et vous avez enfin cette grande déchirure, Valles Marineris, Paris-Calcutta, c'est monstrueux, ça a plus de 10 km de profondeur. Donc c'est une petite planète, mais avec des très très gros reliefs. Donc en résumé, donc, les terrains anciens, c'est 70% de la surface, et c'est en gros l'hémisphère sud de la planète. Donc on a établi une géologie martienne assez simple. Donc là, il y a la date de naissance de la planète Mars dans le système solaire, comme toutes les autres planètes du système solaire. Là, le T0. Donc on distingue en gros 3 grandes aires géologiques. Le Noachien, donc qui va jusqu'à 3,7 milliards d'années. Donc Noachien, vous pensez peut-être au patriarche biblique, à Noé. Ça évoque le déluge. En fait, au Noachien, on suppose que la planète jouissait d'un autre climat qu'aujourd'hui, elle avait une atmosphère plus épaisse, et donc l'atmosphère étant plus épaisse, l'effet de serre était plus conséquent, et donc l'eau liquide existait à la surface de Mars, et d'ailleurs on en a les traces dans ces réseaux dendritiques de rivières qui vraiment entaillent toute la surface de l'hémisphère sud. On a aussi des résidus de lacs en fond de cratère, et certains se plaisent à imaginer que l'hémisphère nord de la planète Mars a peut-être été un jour occupé par un grand océan. Quelle autre trace on a, quelle autre évidence, si vous voulez, on a que de l'eau libre circulait à la surface de Mars, de l'eau liquide, et bien les argiles. Alors, vous êtes géologue ici, mais ou pas, je ne sais pas, en tout cas pour ceux qui ne le seraient pas. Une argile, c'est quoi? Vous prenez un basalte, vous le mettez dans une bassine pendant des millions d'années, et il va se transformer en argile. Donc en sens inverse, si vous trouvez des argiles à la surface de Mars, c'est que de l'eau a coulé sur les basaltes pendant des millions d'années. Donc c'est la preuve la plus manifeste que de l'eau liquide existait à la surface de Mars. Après, vers 3,7 milliards d'années, catastrophe, qu'on corrèle à différents phénomènes, arrêt probable du champ magnétique de la planète, qui va accélérer la perte de l'atmosphère. Évidemment, Mars, c'est une plus petite planète que la Terre, donc elle n'a pas tendance à retenir, la gravité étant moins forte, son atmosphère. De toute façon, elle va avoir tendance à la perdre. Mais si en plus vous arrêtez le champ magnétique, vous avez cette bouée protectrice qui ne maintient plus, si vous voulez, l'atmosphère à la surface de Mars, et donc elle a tendance à s'éplucher, à être épluchée par le rayonnement solaire, à devenir de plus en plus mince. Résultat des courses, il commence à faire un froid pelard sur la planète Mars, et l'eau liquide ne peut plus exister, puisque ce qui va se passer, c'est que la pression atmosphérique chutant, quand on va chauffer de la glace au niveau de l'équateur martien, ou de temps à autre, quand on va au-dessus de degré, au-dessus de 0 degré, la glace va se volatiliser en gaz, et il n'y aura plus d'eau liquide du fait de la chute de cette pression atmosphérique. Donc ça c'est en gros l'Hespérien, et il est marqué, le passage à l'Hespérien, il est marqué par l'activité volcanique du dôme de Tharsis. En fait, elle a commencé un petit peu avant, mais ce sont des volcans monstrueux qui vont dégager énormément de soufre, donc on va voir des pluies acides, etc. Et l'empreinte de ce volcanisme, du point de vue minéralogique en surface, ça va être plutôt des roches à base de sulfate. Enfin, on arrive à l'Amazonien, tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, avec ces belles calottes glaciaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Phénix avait atterri dans les hautes latitudes martiennes, à peu près au niveau de l'Islande, et on avait vu sous ses pattes, entre guillemets, du frost, quoi, du givre. Donc, en résumé, de façon très très schématique, donc 2 planètes sœurs, jumelles, mais pas des fausses jumelles. Il y en a une qui est bleue avec ses océans, l'autre qui n'a pas d'océan, qui a 5 continents. Mars aurait un continent unique. Je me plais à dire que la Terre, c'est une vieille liftée, entre guillemets, donc amnésique. Donc elle a perdu la mémoire de ce qu'elle était au départ du fait de la tectonique des plaques. Mars, c'est une vieille qui n'est pas liftée, et c'est très bien pour nous, parce que du coup, on peut lire dans les rides de la surface martienne toute sa mémoire, et donc Mars, pour nous, c'est vraiment un des seuls témoins de terre primitive, entre guillemets, qu'on est à la surface, qu'on est dans le système solaire. Et le fait qu'il y ait des terrains très très anciens, c'est très important, de plus de 3,7 ou 3, milliards d'années, 3,0, c'est capital, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la vie sur Terre, elle serait apparue avant
3 milliards d'années. Mais ce que je vous ai dit, c'est que les terrains qui sont contemporains de l'apparition de la vie sur Terre, ben, on en a très peu à la surface de la Terre, alors que sur Mars, les terrains dont je vous parle, qui s'appellent les terrains noachiens, comme je vous disais, c'est 60% de la surface. Donc les missions martiennes, hein, elles ont pour objectif d'essayer de voir si Mars a connu l'émergence de la vie et si on peut retrouver les traces de ces molécules prébiotiques à la surface de la planète dans les terrains très anciens. Donc en fait, en clair, on recherche des molécules organiques à la surface de la planète Mars. Alors pour pouvoir répondre à cette question, trouvera-t-on un jour ces briques de vivants? C'est ce qui finance, si vous voulez, les missions américaines. Évidemment, on trouve plein d'autres choses, expect the unexpected, que des molécules organiques. Mais pour trouver ces molécules organiques, il y a deux conditions. Évidemment, vous avez compris, il va falloir atterrir dans des terrains anciens. C'est ce qu'a fait Curiosity. Il a atterri au niveau de la dichotomie, dans un cratère absolument fabuleux qui fait plus de 150 km de diamètre, qui a été creusé dans des terrains noachiens. Et au milieu de ce cratère, vous avez une espèce de montagne magique qui est un empilement d'argile et de sulfate. Et comme je vous dis, qui dit argile dit eau, qui dit eau dit peut-être berceau de la matière organique. C'est pour ça que ce site a été choisi. C'est pour deux choses. Il y a cette montagne d'argile avec toutes ces argiles qui sont un berceau potentiel de matière organique. Et là, vous voyez cette zone profonde du cratère. On peut imaginer qu'au début de l'histoire de la planète, hein, quand l'eau liquide coulait à la surface, donc les rivières entaillées, on en voit la trace, les flancs de cratères, et ont peut-être rempli un lac qui aujourd'hui a disparu. Donc, première condition, avoir un site d'atterrissage de plus de 3,7 milliards d'années, rempli d'argile. Le cratère de Gale répond à ces critères. Deuxième condition, avoir un astromobile ou un rover de troisième génération, ce qui est ici le cas de Curiosity. Donc évidemment, là, on n'est pas sur Mars, ce sont des maquettes, bien sûr. Vous voyez qu'il y a vraiment une différence notable par rapport au précédent rover. Ici, vous avez Sojourner, il fait la taille d'un micro-ondes. Il y avait un instrument à son bord. Là, vous avez Spirit et Opportunity, les deux jumeaux qui marchent au panneau solaire, qui ont la taille de grosses, en gros, de grosses brouettes. Ils ont 5 instruments à leur bord. Ils sont partis en 2004. Spirit s'est ensablé, mais Opportunity marche encore. Donc Opportunity, il est à sa plus de 15e année à la surface de Mars, qui est absolument insensé. Ce n'était pas prévu au départ, parce qu'on avait peur que les panneaux solaires s'ensablent, parce qu'il y a beaucoup de sable à la surface de Mars, beaucoup de vents de sable. Mais en fait, justement, il y a des vents, et donc les vents nettoient progressivement les panneaux qui s'encrassent. Et enfin, vous voyez Curiosity. Alors lui, il est beaucoup plus gros. Il fait près d'1 tonne. Donc une petite Clio, il ne marche pas au panneau solaire, il marche avec une pile nucléaire au plutonium. Alors pourquoi marche-t-il avec une pile nucléaire? Déjà, il y a 10 instruments à son bord, donc ça coûte, ça nécessite énormément d'énergie, dont des instruments qui marchent pour processer les datas pendant la nuit, donc H24, donc on ne peut pas marcher uniquement au panneau solaire. Donc ce robot, avec 6 roues motrices, son mât, son bras, est un robot absolument extraordinaire qui est équipé de 10 instruments scientifiques, 17 caméras. C'est un véritable géologue de terrain robotisé et c'est aussi un laboratoire mobile. Alors si vous regardez en haut du mât, donc en haut du mât, il y a un système de caméras et il y a surtout le laser sur lequel les Français travaillent, donc le laser ChemCam, donc je fais partie de cette équipe-là, qui va permettre d'analyser à distance les roches autour du robot. Et c'est vraiment l'instrument éclaireur qui va dicter toute la stratégie de déplacement du robot à la surface de Mars. Donc c'est un instrument absolument incontournable. En fait, mais le problème, c'est qu'il travaille tout le temps, donc on est un peu fatigué. Il va analyser à distance les roches et en fonction du verdict qu'on fait, on va dire au robot, on va se rapprocher, on va faire un forage, on va faire plus d'analyses si tant est que la roche qu'on ait analysée soit intéressante. Si elle ne l'est pas, on passe notre chemin. Donc c'est vraiment l'instrument éclaireur. Après, au bout du bras, on a des instruments en contact. Donc on a la fluorescence X, on a un imageur qui est assez extraordinaire, qui est en fait une binoculaire. On a une petite foreuse, on a une petite pelleteuse, on a des brosses, on a des tamis. Donc
ce bras articulé, donc il est assez lourd à mettre en œuvre. Hein. Donc quand on voit quelque chose de juteux, entre guillemets, on déplie le bras, on fait un forage et on va rentrer. APXS va faire déjà une analyse donc, sur la roche qu'on a sélectionnée et on va faire un forage et on va mettre le produit de ce forage à l'intérieur du ventre du robot. Alors généralement, bon, on va préférer pour ce type d'analyse les roches meubles comme les sols et à l'intérieur, on va faire des espèces de pastilles et on va pouvoir faire fonctionner un instrument incroyable qui est aussi franco-américain, qui a un spectromètre de masse absolument incroyable puisqu'il lui aussi fait la taille d'un micro-ondes. Et lui va permettre d'analyser ce qu'on appelle les SNOPS, hein, donc carbone, oxygène, azote, phosphore, soufre, qui sont les éléments de base du vivant. Il va permettre de mesurer des isotopes, il va permettre de mesurer des gaz, genre le méthane, qui est un gaz tout à fait critique hein, par rapport aux problèmes de vivant à la planète de Mars. Et puis, Kemin, alors Kemin c'est un autre instrument, il va faire de la diffraction X, c'est quand même assez étonnant. C'est la première fois qu'on fait de la diffraction X à la surface d'une autre planète. Donc vous voyez, il y a d'autres instruments qui sont des instruments pour mesurer les radiations, vous avez des instruments pour mesurer l'hydrogène sous la surface. Alors bon, je vais un peu insister sur ChemCam, puisque ChemCam, donc c'est une collaboration franco-américaine qui est vraiment financée énormément par le CNES, c'est tous les labos du CNRS qui participent. C'est deux instruments en un. Donc on a un laser donc, qui est situé en haut du mât. C'est un laser pulsé de haute énergie qui va éclater la matière à distance. La matière, en se désexcitant, va émettre dans différentes longueurs d'onde et chaque longueur d'onde, schématiquement, hein, est diagnostique d'un élément chimique. Donc on obtient ce qu'on appelle des spectres. C'est de la spectrométrie optique et c'est même la première fois qu'on envoie un laser capable de faire l'analyse chimique à distance des roches. Alors il a beaucoup d'avantages. Non seulement il travaille à distance, mais il permet d'analyser des surfaces de moins de 500 microns de diamètre. Donc on fait vraiment de l'analyse ponctuelle, ce qui est aussi une grande première. Il a un large domaine spectral, il enlève la poussière. Alors sur Mars, c'est embêtant parce que quand on veut faire une analyse, il faut balayer. Donc les précédents robots avaient ce qu'on appelait RAT, qui était un instrument pour nettoyer la roche avant de l'analyser. Là, on a un instrument équivalent qui ne marche pas vraiment bien. Donc finalement, ChemCam est un des rares instruments qui permet de s'affranchir de la poussière, puisque ce sont les premières analyses qui vont analyser la poussière. Après, on va aller en profondeur, je vous montrerai, pour analyser ce qu'il y a en dessous. Donc on va rejeter les premières analyses, ou plutôt on va s'en servir pour définir la composition de la poussière et après on va se référer aux analyses qu'on fait en dessous, en depth profiling, pour voir de quoi est fait la roche. Évidemment, pour travailler à cette échelle, on travaille avec ces deux instruments en un, comme je vous le disais. Il y a ce laser et il y a une caméra très haute résolution. Là, vous voyez à 7 mètres, un billet de 20 €, et ben, on voit le petit point qui est là, c'est la ville de Lyon. Donc il y a une résolution incroyable. En gros, on voit une épaisseur de cheveux à 7 mètres. Et c'est ce qu'il nous faut pour savoir ce qu'on veut analyser. Donc ChemCam, c'est aussi une énorme équipe. Vous voyez qu'on est, il y a 90 ingénieurs, 30 chercheurs. Au niveau opérationnel, on a beaucoup d'ingénieurs. Les ingénieurs, pour ce qui est opérationnel, ce sont des ingénieurs du CNES à Toulouse. Donc très rapidement, avant de vous montrer les résultats essentiels qu'on a acquis pendant 4 ans, très rapidement, je vous rappelle qu'aller sur Mars, ce n'est pas une gageure, c'est 9 mois de voyage, 570 millions de kilomètres. Bon, en termes de signal, on a la chance, avec le trajet des ondes électromagnétiques, de pouvoir communiquer quand même, bien que ça soit une distance faramineuse, en l'espace de 15 minutes. Donc le lancement a eu lieu 8 années après l'appel d'offres. Ça veut dire que pendant 8 ans, on a tous travaillé sur les développements de nos instruments. On a fait des cibles de calibration. Si tout ça, c'était entre guillemets cassé la figure, c'était un peu dommage parce que c'était quand même 10 ans d'investissement vraiment intense qui serait parti en fumée. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut voir aussi que sur des robots comme ça, on miniaturise beaucoup d'instruments. Donc on a miniaturisé un laser, on a miniaturisé un spectromètre en phase gazeuse, on a miniaturisé énormément d'instruments. Et ça, c'est utile sur Terre, parce que bon, quand on veut analyser à distance sans se
rapprocher dans des zones un peu irradiées, il vaut mieux avoir un laser qu'un instrument qui travaille au contact. Donc ces lasers miniaturisés permettent sur Terre, maintenant qu'on a le prototype, de faire des analyses à distance dans des conditions extrêmes de température. Je vous rappelle que sur Mars, il fait des écarts de température de moins 150 à plus quelques degrés. Donc bon, ces prototypes quand même si la mission avait échoué, les retombées industrielles et scientifiques ne sont loin d'être nulles. Donc, bon, tout s'est très bien passé. Donc, après le lancement réussi à Cap Canaveral, là, vous avez une vision éclatée du véhicule de croisière. Donc, vous voyez ici le bouclier arrière, à l'intérieur duquel vous avez l'étage de descente qui renferme lui-même Curiosity, donc vous voyez les roues pliées, et un bouclier thermique qui va vraiment être nécessaire au moment de l'atterrissage sur Mars. Alors l'atterrissage sur Mars, c'est la troisième étape qui est vraiment complexe, puisqu'il va falloir parcourir 125 km en 7 minutes. Et je vous ai dit que le signal met 15 minutes. Donc ça n'a pas été téléguidé de la Terre, mais c'est un ordinateur à bord du vaisseau qui a fonctionné tout seul. Donc c'était assez périlleux. Donc là, vous voyez qu'à 125 km d'altitude, on arrive à une vitesse qui est phénoménale puisqu'on est à plus de 5000 mètres par seconde. Il va falloir décélérer tout ça. Donc il y a différents systèmes de délestage. Il y a un parachute supersonique. Vous voyez là le bouclier thermique qui a son utilité parce que là, sinon, on brûlerait comme une météorite qui arrive dans l'atmosphère d'une planète, on brûlerait complètement le robot. Donc, le pic de décélération à ce niveau est intense, puisque là, vous voyez qu'on est à 11 km, on a vraiment ralenti la vitesse considérablement, puisqu'on est à 125 mètres secondes. Ce bouclier va se détacher, il y a un petit radar qui va s'allumer pour faire en sorte, téléguider un minimum pour que le robot n'atterrisse pas sur un énorme caillou et se casse la figure dès le début de la mission. Et donc voilà, le système terminal, c'est un système de grue insensé. Donc vous avez le véhicule de descente ici, les filins qui vont libérer le robot, qui va descendre tout gentiment, atterrir sur ces 6 roues à la surface de la planète pour finalement être éjecté un peu plus loin. Donc voilà cette phase extrêmement délicate depuis la rentrée dans l'atmosphère. Elle a duré très peu de temps, moins de 8 minutes, et donc tout a été automatisé et piloté par l'ordinateur de bord. Donc là, c'est une petite vue pour résumer, c'est un petit film fait à partir de vues d'artistes pour résumer cette descente périlleuse dont je viens de vous parler. Donc vous voyez là le véhicule de descente, le parachute va sortir. Vous allez voir le bouclier thermique se détacher. Puis là vous voyez le robot par en dessous avec ses roues pliées, il déplie ses roues. Il va finir par sortir, voilà, vous voyez l'effet de rebond. Donc vous voyez très bien que Spirit et Opportunities ont atterri dans des airbags. Là, ce n'était pas possible, parce qu'il y a trop d'instruments extrêmement délicats. Il est beaucoup trop lourd pour atterrir ainsi. Et là, vous voyez des rétrofusées qui vont freiner le robot dans ces derniers instants, juste avant l'atterrissage que vous allez voir ici, donc avec les 6 roues motrices. Il y a un très joli film que je vous conseille qui a été fait par un amateur qui a pris toutes les images d'une caméra mardi qui se trouvait en dessous du robot. Et comme il y avait énormément d'images, ce n'était pas 24 secondes mais presque, il a fait un petit film et là c'est du réel. Là, ce que je vous montre, c'est de la simulation, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc très rapidement, donc on était tous à Pasadena, donc très excités avec, vous voyez là dans la constellation de la Vierge, Mars, et on se disait, dans une demi-heure, notre robot sera peut-être sur la planète Mars. Donc on était tous assez anxieux. Ici vous voyez Sylvestre Morris qui est le responsable de l'instrument,
qui étaient encore plus inquiets que nous. Et voilà, les premières images données par le robot. On a atterri sur Mars, donc on a eu quand même 7 minutes de vague, hein, puisque le robot avait atterri, mais nous, on ne le savait pas. Et avec deux façons de réagir, les ingénieurs qui réagissent très raisonnablement et les chercheurs qui réagissent de façon un petit peu anarchique, tellement leur joie est grande, ces différentes manifestations de la même chose. Donc ce qui était très intéressant pour nous, c'est qu'au premier jour, on n'avait pas grand-chose à faire, mais qu'à scruter un certain nombre d'images, notamment celle d'un satellite MRO, hein, qui a pris 3 minutes avant l'atterrissage, cette image-là que je trouve sublime, où vous voyez le parachute avec le véhicule de descente. Donc ça, c'est une image quand même extraordinaire qu'on a eu le plaisir de trouver. Après les premiers jours, on s'est amusé avec des images qui sont aussi fournies par des satellites, essayer de trouver au moins où était le robot. On a fini par le trouver là, trouver le parachute qu'on a trouvé ici, le bouclier thermique, et puis commencer un peu à se poser des questions de géologue. On voulait aller vers le sud, donc le mont Sharp, cette montagne d'argile, mais on s'est dit quand même, là vous voyez, il y a un point triple, il y a quelque chose qui semble différent de ces terrains monotones qui vont vers le sud. Ça vaudrait le coup de faire une bifurcation de 500 mètres pour aller voir ce point triple entre des zones d'albédo différentes et plus ou moins cratérisées. Cette petite promenade de 500 mètres nous a pris 9 mois et vous allez voir qu'elle a été riche en informations scientifiques. Donc là, pour la petite histoire, les jours 1 et 2, donc sur Mars, hein, un jour, ça s'appelle un sol, puisque le jour fait plus de 24 heures. Et donc, on utilise une autre terminologie, sol pour le jour, intersol pour la nuit. Donc, on a déplié notre antenne, on s'est cassé la tête pour trouver un nom pour le site d'atterrissage. D'un commun accord, on l'a appelé Bradbury, ce qui s'entend vu les écrits des chroniques martiennes. Après, on a commencé à faire des images. Donc au loin, vous voyez le mont Sharp, des images panoramiques, là des dunes, dont je vous parlerai en fin d'exposé. Et surtout, là, ce qui était superbe, c'est que les rétrofusées que vous voyez là, eh ben, elles ont balayé l'affleurement. Et du coup, on a vu des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues tout de suite du fait de l'action de ces rétrofusées. Donc les jours 5 et 8, on ne travaillait pas beaucoup, le nouvel logiciel était installé et Sylvestre, au bord de la piscine, dans le petit motel, nous expliquait tout ce qui allait nous attendre. Mais là, on était assez décontractés avec nos bières. Un VIP est venu nous féliciter, c'était bien entendu Obama de son avion qui félicitait cette réussite qui est quand même américaine au départ. Et le sol 13, 13e jour, ça a été un peu pour nous le test qui nous a donné le plus de sueur froide, c'est est-ce que le laser va s'allumer. Donc là, vous voyez des vraies images martiennes. Là, une image vraiment dans son jus. Hein. Vous voyez que l'ambiance martienne est poussiéreuse et plutôt dans les couleurs chaudes. Et on a fait notre premier tir sur cette roche-là, qui est en fait un micro-gabbro. Et par chance, ou pas par chance, enfin, notre tir c'était un des plus beaux, mais après, vous allez voir, on est au 350 millième tir au bout de 4 ans, et on a un spectre absolument fabuleux, avec des pics extrêmement fins, comme on n'en voit pas dans les livres. C'est même mieux que sur Terre, parce que le plasma, et du fait que l'atmosphère martienne est moins dense, est bien plus efficace. Donc on a bu un coup. Je répète cette histoire souvent parce que à la NASA, c'est interdit de boire de l'alcool. Donc là, on a fait exception. Les sols 13 et 14 et 32, on a testé le bras. Après, on a testé la mobilité de la roue. Et puis après, c'est là que les choses ont commencé. Moi, on m'a dit, tu pars en Californie, c'est superbe, etc. En fait, on a été enchaînés au robot pendant 6 mois pour apprendre à travailler ensemble. Hein. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Les opérations martiennes, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, si vous voulez, je vous ai dit qu'on communique en 15 minutes avec le robot. Mais on n'est pas avec un joystick à lui dire « tu fais ci, tu fais ça ». En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que le satellite qui passe au-dessus du robot, qui passe à peu près une fois par jour, soit carrément au-dessus du robot, pour lui envoyer toutes les données que le robot a acquis pendant une journée.
Nous, pendant ce temps-là, hein, donc il y a ce qu'on appelle le uplink et le downlink. Donc, et nous, de notre côté, on va analyser ce que le robot nous envoie et en fonction de cette analyse, on va prévoir le jour N+1 et N+2. Alors évidemment, ça demande une organisation quasi militaire. Donc les journées commencent à 9 h du matin pour les Californiens, puisque le robot est californien, à 5 h de l'après-midi pour les Français. Donc ça finit à 2 h de l'après-midi pour les Américains, pour nous ça finit dans la nuit. Donc une semaine sur deux, on travaille de nuit. Et on a cette espèce de curseur rouge qui se déplace inexorablement avec des meetings à des heures tout à fait fixes. On ne peut pas rater ces meetings. Donc là, c'est ce qu'on appelle le downlink. Donc on reçoit toutes les informations, tout ce que le robot a fait la veille, ses analyses chimiques, ses images, etc. On doit processer ces datas en 1h30, ce qui n'est rien du tout. Et à partir de ça, des images qu'on a, prévoir ce qu'on va donner à faire au robot le lendemain. Donc ça demande des équipes très spécialisées. Il y a des équipes qui font de l'environnement, des équipes plus bio, des équipes minéralogistes dont je fais partie, minéralogie, géologie. Donc toutes ces équipes œuvrent ensemble et au bout d'1h30, on a ce qu'on appelle le SOG, qui est une conférence où on envoie un de nos délégués qui va donner nos desiderata. L'équipe minéralogie veut analyser tel et tel type de roche. Elle a besoin de tant d'énergie pour le faire, etc. Si c'est validé par les ingénieurs, après on tricote une séquence informatique correspondant à toutes les actions qu'on veut donner à faire au robot le lendemain. Et une fois que c'est fini, il est à peu près minuit, 1 h du matin. Là, c'est là que la bagarre commence. Donc déjà, on est fatigué. Les opérations, c'est de la tactique. Là, on arrive à la science, c'est-à-dire dès qu'on a vu un truc juteux, il faut absolument lever la main et faire une science discussion, une discussion scientifique, la mener tambour battant par téléconf, ce qui n'est pas évident, via des PowerPoint, et en disant « moi j'ai vu ça, ça veut peut-être dire ça », et donc définir son territoire. Et c'est donc pour nous, au cœur de la nuit, que la science commence à se faire et qu'il ne faut pas rater le coche, et on n'est pas forcément très très frais. Donc ça, c'était quand on était à Pasadena, l'entraînement était difficile, donc on finissait tous par s'endormir. Et là, maintenant, c'est de retour en France. On fait les opérations soit au CNES, à Toulouse, donc une semaine sur deux, soit c'est choix. Là, je suis chez moi, parce que bon, je ne vais pas rester au muséum, bien que j'aime beaucoup mon institution, toutes les nuits, une semaine sur deux. Donc, je peux faire, à partir du moment où tout est téléguidé, et tout est en téléconf, et tout est par écran, par Skype interposé, par chat interposé, par Webex interposé, toutes les techniques actuelles, on peut faire ça de chez soi. Le tout, c'est que c'est quand même toujours très militaire, parce qu'on est chez soi, il y a le chat qui se balade, il y a des bruits de cuisine, mais on doit mettre mute quand il faut, et du coup, ça nous fait avoir des crises de fou rire quand même en pleine nuit, mais l'ambiance est plutôt bonne au niveau opérationnel. Donc là, on va arriver au résultat. Donc, on se dirige vers le mont Sharp qui est ici, on a atterri ici, je vous dis qu'on a fait un petit crochet de 500 mètres vers l'est, et puis après on a fait tout ce chemin-là. Tout ce chemin-là, c'est à peu près 12 km. En 4 ans, on a fait 12 km. Donc c'est quand même pas une Jaguar, hein, mais c'est sûr que si on était sur la Lune, on conduirait, ça irait plus vite. Là, ce n'est pas un homme qui conduit, c'est téléguidé. Donc on avance 60 cm par 60 cm, 60 cm étant un tour complet de roue. Hein. Donc on n'avance pas vite. Donc, alors vous allez me dire, mais pourquoi vous n'êtes pas allé directement là? Ce robot, il n'est pas capable non plus de traverser des dunes qui font plus de 5 mètres de haut, donc il a fallu trouver un passage. Et ce passage est donc à 12 km de notre lieu d'atterrissage. Et vous le voyez, il va nous permettre de nous engouffrer dans les bases du mont Sharp. Donc, la première zone, cette zone 1, donc je vous ai dit que ce qui était très intéressant pour nous, donc c'est par rapport à cette petite bifurcation vers l'est, c'est que les premières roches analysées, le premier affleurement était dégagé par les rétrofusées. Et qu'est-ce qu'on a vu? Du bedrock, on a vu de la roche, entre guillemets, pratiquement en place, des niveaux de roches pleins de galets. C'est ce qu'on appelle des conglomérats. Alors les conglomérats, je ne sais pas qui est géologue ici, qui ne l'est pas. Là, le conglomérat, c'est la trace indubitable d'un lit de rivière fossile. Vous êtes tous allés vous baigner dans des torrents. Il y a des galets dans les torrents. Vous êtes chatouillés par les argiles. Imaginez que pendant des millions d'années, tout ça, l'eau se disparaisse et ça va faire finalement une espèce de ciment argileux avec des gros galets. Et ce sont ces roches
qu'on a trouvées en abondance, vraiment près du site d'atterrissage. Donc là, vous voyez ce conglomérat martien, un conglomérat terrestre. Ce sont des galets qui sont de taille variable. Là, ils sont de 0,5 cm. Donc ça traduit qu'il y a eu un lit de rivière, qu'il y a une rivière dont le delta, si vous voulez, correspond exactement à notre site d'atterrissage. Alors là, j'aime bien montrer cette image pour montrer les pouvoirs analytique de ChemCam. Alors là, voyez l'échelle, hein, vous avez 5 mm ici. Là, c'est un conglomérat où vous voyez beaucoup de zones blanches qui sont des zones en fait très feldspathiques, avant tir, après tir laser. Donc vous voyez, notre caméra permet de voir les points d'impact après le tir, donc on fait des photos avant, après. Hein, c'est quand même des points d'impact qui ont un diamètre de 300-500 microns, donc c'est une super résolution spatiale. Alors, autre chose très intéressante, c'est que donc pour chaque point, on fait 30 tirs laser. Comme je vous disais, les premiers tirs enlèvent la poussière. Donc là, et alors après, on analyse en profondeur. Une fois qu'on a enlevé la poussière, on analyse ce qu'il y a en dessous. Et là, par exemple, j'ai pris cet exemple, c'est le point 5. Le point 5, si vous mettez ça dans un diagramme titane en fonction du fer, donc les premières analyses de 1 à 4, c'est quoi? Les analyses de 1 à 4, c'est la poussière. Poussière qui va converger en composition. Tous les autres points vont donner la même composition. Et puis les premiers points vont être très enrichis en fer titane. Ça veut dire qu'on a en fait analysé un oxyde ferrotitané, genre une ilménite. Et puis après, tous les points d'après sont pauvres en fer et pauvres en titane. En fait, on tombe sur un feldspath qui est en dessous. Donc, c'est un pouvoir incroyable. Hein. En un point d'observation, avec 30 tirs laser, vous analysez en profondeur. On peut même faire du depth profiling avec 100 tirs laser sur un même point. Donc, c'est très, très puissant comme technique. Donc, si vous voulez cette minéralogie, cet instrument, finalement, qui nous permet de travailler à l'échelle submillimétrique et par la caméra et par l'analyse chimique, il nous permet aussi de faire ce qu'on appelle la pétrographie, évidemment. Alors, pourquoi on peut faire de la pétrographie? Parce qu'avec ce laser, sur une roche donnée, on fait ce qu'on appelle des balayages. On ne fait pas qu'un point, on peut en faire jusqu'à une vingtaine. Et ce faisant, et en analysant un peu dans le détail toutes ces classes dans les conglomérats, notre première énorme surprise a été de voir que ces classes étaient dominées par des minéraux blancs qu'on appelle les feldspaths, voire même du quartz, dans certains cas, ou là, des laves qui sont rhyolithiques à trachytiques. Hein. Et ça, c'était un étonnement énorme parce que vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais Mars était assimilé à un gros basalte. Pourquoi? Parce qu'on travaillait avec les sondes en orbite. Et les sondes en orbite sont équipées d'infrarouges. Et ces infrarouges sont presque aveugles, si vous voulez, au feldspath. Ils voient que les minéraux mafiques. Alors, on avait fini par se dire que toute la planète Mars était faite de roches basaltiques. Je schématise, c'est certain. Mais disons que même l'hémisphère sud de Mars, qui est représenté ici sur les lèvres du cratère, oui, certes, sa surface est basaltique, mais nous, pour la première fois, finalement, on atterrit ici. Là, on est dans le delta de cette rivière fossile qui a entaillé le flanc nord du cratère et qui a échantillonné finalement une épaisseur de cratère sous la surface de l'hémisphère sud de 2 à 3 km. Et quelle n'a pas été notre surprise de constater que ce qu'on échantillonne sur la surface, ce sont des roches peu denses, type granitique. Donc on aurait une croûte primitive martienne, peut-être, dans l'hémisphère sud, peu dense, beaucoup plus élevée que la croûte de l'hémisphère nord. Donc ça nous a permis quand même, parce que les géophysiciens avaient un problème justement, ils trouvaient qu'il y avait une anomalie et que l'hémisphère sud était globalement, je schématise encore, beaucoup moins dense que l'hémisphère nord, mais comme c'était du basalte, on ne comprenait pas. Le basalte, c'est une densité de plus de 3, là ils étaient à une densité de moins de 3, et donc ils avaient mis l'hypothèse qu'il y avait peut-être des roches acides cachées sous la surface qui, comme on le sait, sont moins denses que les basaltes. Donc on a pu publier un papier dans Nature pour raconter cette belle histoire. Donc après, on est parti de cette zone pour aller vers ce point triple. Donc là, c'est notre premier selfie. On a fait nos premiers prélèvements de sable. Donc là, vous voyez 4 prélèvements qui ont été faits pour faire de la diffraction X et pour faire marcher SAM. Donc bon, la diffraction X sur ces premiers échantillons a montré que ces dunes étaient plus ou moins basaltiques, avec peu d'olivine, mais du pyroxène, des feldspaths, un peu de phase amorphe.
Donc là, vous voyez ce premier cliché de diffraction X obtenu sur Mars. Et donc là, tout le processus, on s'est arrêté, on a déplié le bras, on a pris dans cette petite cupelle un peu de sable, on l'a mis dans le ventre du robot, et il y a eu ce cliché de diffraction qui a été fait par un traitement de données qui a duré quand même plusieurs jours. Après, donc, on est arrivé donc vraiment complètement à l'est, sur ce qu'on appelle le site de Yellowknife Bay. Donc on arrivait d'ici, Bradbury, on est arrivé dans une petite dépression. Vous voyez que cette dépression est marquée par des roches qui sont en fait des grès, qui sont beaucoup plus durs. Et là, vous voyez des roches beaucoup plus douces, en fait, qui correspondent à des argiles. Là, vous voyez une autre image avec ces bandes grès, avec ces dalles argileuses, avec ces figures hexagonales de dessiccation classiques qu'on trouve dans les terrains périglaciaires sur Terre. Et de temps en temps, on a un niveau ici, là c'est un niveau de sulfate. Quelqu'un m'a analysé ce sulfate, c'est un sulfate de calcium. On a fait, je vais vous dire pourquoi ça a de l'importance, que ça soit en surface de calcium. Donc là, pour vous dire, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des logs stratigraphiques, etc. Donc là, vous en voyez un dans cette petite dépression de Yellowknife Bay, avec donc les grès en haut, les argiles, les zones argileuses plus basses, et qui sont zébrées par ces sulfates de calcium. Alors, là, on a pu mettre en œuvre un de nos outils pour la première fois, c'est la foreuse. Donc la foreuse que vous voyez, qui est donc au bout du bras, a permis de faire notre premier forage dans ces argiles. Donc vous remarquez qu'en surface, les argiles sont complètement oxydées. En dessous, elles sont normales, elles sont beaucoup plus réduites. Et effectivement, ça c'était le premier échantillonnage pour Sam, puisque je dis que les argiles peuvent être le berceau de la matière organique. C'est donc dans les argiles qu'il faut chercher. Il faut se dire aussi qu'il y a quand même un petit souci, c'est que Mars a une atmosphère ténue depuis 3 milliards d'années. Si tant est qu'il y a eu de la matière organique il y a plus de 3,7 milliards d'années, il faut se dire que cette matière organique, elle a été bombardée par les UV pendant des milliards d'années, donc il ne doit plus rester forcément grand-chose, d'où l'intérêt de faire des forages, parce que le forage, on va en dessous de la profondeur de pénétration des UV, et donc si tant est qu'il y ait de la matière organique, c'est en dessous qu'elle aurait pu survivre. Donc là, vous voyez de plus près la tête de forage, la petite cupelle, et donc les analyses de cette argile ont montré qu'il s'agissait de smectite, et au niveau minéralogique, ces smectites associés au sulfate de calcium témoignent que cette dépression en fait était occupée par de l'eau douce, pas des eaux saumâtres, donc un mini-lac si vous voulez, qui est important pour l'émergence du vivant. Je vous dis, on n'a toujours pas trouvé quoi que ce soit qui témoigne de cette émergence. En attendant, on a trouvé un milieu habitable. Donc on a répondu à une des questions qui étaient posées au début de la mission martienne. Est-ce que Mars a été habitable par le passé? Donc on peut dire qu'Agel, c'est une eau vraiment douce, potable on va dire, et qui est propice à l'émergence du vivant. Donc après, la zone suivante, donc la zone 1 c'était le site d'atterrissage, la zone 2 c'est la zone qu'on vient de voir. Cette zone 3 en fait, elle est simple et complexe. On va retrouver toute la série de, comment dirais-je, de conglomérats, mais il devient de moins en moins nombreux à mesure qu'on s'éloigne du site d'atterrissage, qu'on s'éloigne du delta de la rivière et qu'on arrive vers le mont Sharp. Là, ce selfie vous montre que quand même, au bout d'un certain nombre de jours, le robot est quand même drôlement sale sur sa carlingue, mais il marche toujours, tous les instruments marchent. La seule chose qui pêche, ce sont les roues. Alors, ce sont des roues dans une espèce d'alliage d'aluminium. Donc, si vous prenez, imaginez une bouteille de coca et vous mettez quand même près d'1 tonne sur cette bouteille de coca. Bon, en fait, et comme les petits cailloux sur Mars sont très pointus, c'est l'érosion éolienne qui fait ça. Ben, les roues sont déchirées depuis le tout début de la mission, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on a eu des déchirements qui n'ont fait que s'agrandir. Donc, première conséquence, c'est que tous les gens qui avaient conçu les roues ont été virés de l'équipe parce qu'ils n'avaient pas anticipé. Et puis, depuis, on avance beaucoup plus lentement parce que justement, on cherche à éviter tout caillou qui pourrait carrément déchirer nos roues de façon définitive.
Donc on a continué à rencontrer des zones sédimentaires absolument incroyables. On a quitté donc les conglomérats, là on arrive dans des niveaux sédimentaires assez extraordinaires, extrêmement riches en potassium. Donc one more time, on a trouvé des roches ignées riches en silice, riches en potassium, et là on trouve leur pendant sédimentaire, et ça c'est quand même assez extraordinaire. Parce que cette mission in situ permet de revoir quand même notre minéralogie et notre géologie martienne, qui était quand même extrêmement influencée par les données orbitales, qui, elles, ne voyaient pas ces roches felsiques, ou elles l'envoyaient. Oui, il ne faut pas dire ça tout à fait, parce que certains instruments, spectres d'émission thermique, avaient vu des roches quartzo-feldspathiques, mais le très beau spectromètre Oméga, donc, qui est piloté par Jean-Pierre Bibring, voyait plutôt des minéraux mafiques que des minéraux style quartz et feldspath. Donc on a continué à faire des forages, donc le Kémine s'en est donné à cœur joie, donc le diffractomatrix a confirmé qu'on avait des minéraux très riches en potassium, ce qu'on appelle les feldspaths potassiques. Là vous avez les traces du robot en passage entre deux dunes, vous voyez quand même c'est très pulvérulent, c'est une matière très très fine, donc on était entre deux dunes dans la région de Dingo Gap, et en parallèle on a toujours les images high-rise qui sont envoyés par les satellites. Et je trouve ça assez joli parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez les traces du robot. Et là, vous voyez le robot, ici. Donc on s'amuse aussi à... Bon, on fait de la géologie, évidemment, mais on regarde aussi les petits à côté, les traces du robot sur le terrain. C'est toujours très, très amusant et un peu distrayant quand on se fatigue un peu. Donc là, on est encore dans des terrains sédimentaires, moi je trouve extrêmement complexes. Je ne sais pas si on a trouvé le fin mot de cette histoire, parce qu'on a des résidus lacustres, on a des dépôts sédimentaires qui correspondent au mont Sharp. Le mont Sharp, on va arriver, c'est quand même une montagne d'argile qui fait 5000 mètres. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du mont Sharp? Moi, j'en sais rien. Il y a peut-être le pic central de votre cratère. Donc tout ça, c'est super complexe. Je ne suis pas sédimentologue, mais les sédimentologues entre eux disent qu'il y a eu de l'eau douce, etc., mais ont quand même beaucoup de problèmes de stratigraphie et d'interprétation. Bon, pour des gens comme moi, mais on trouve aussi des choses très, très amusantes, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de météorites. Alors là, vous avez une superbe météorite de fer. On n'a pas eu le droit de se déplacer pour aller l'analyser parce que ce n'est pas dans l'objectif de la mission. Alors vous comprenez bien que Mars a une atmosphère très peu dense. Elle est bombardée comme la Terre par plein de météorites, mais du fait de cette atmosphère, on a beaucoup plus de météorites à la surface de Mars. Parce que, si vous voulez, c'est quand même étonnant qu'on se balade dans le désert, on trouve des météorites sur Terre, c'est là qu'on les trouve les mieux conservés, mais là sur Mars, à chaque fois qu'on va sur Mars, on trouve plein de météorites. Donc là, on a cette belle météorite de fer qu'on n'a pas pu analyser. Ça aurait été bien pour calibrer notre ray du nickel, puisque vous savez que là c'est une météorite de fer en fer-nickel avec l'instrument ChemCam, mais ce n'était pas autorisé. Puis elle était à 15 mètres de notre direction, ça aurait fait perdre trop de temps. Donc là, on va arriver bientôt à ce niveau-là, au pied du mont Sharp. Mais là, je ne résiste pas, pour vous parler de ce qui nous a vraiment époustouflés, ce sont les dunes. Donc en fait, on est à ce niveau-là en ce moment. Et vous voyez, ce cordon dunaire, c'est des dunes toutes noires. Et elles ont un côté totalement sinueux dans leur contour. Ça n'a pas du tout la tête d'une dune terrestre. Donc là, vous voyez, en plus rapproché, donc le robot se situait là à Noël. C'est-à-dire qu'à Noël, on a bivouaqué, on va dire. Nous, ça nous a permis de partir en vacances. Donc entre Noël et le jour de l'an, le robot était au repos, mais il fallait qu'il soit abrité, lové dans le cordon dunaire, sans être trop près non plus de la dune, pour ne pas se prendre du sable. Et donc on est resté là pendant une dizaine de jours. Et alors les images qu'on a prises, moi je trouve ça quand même assez extraordinaire. Voilà, là vous avez cette dune vue de plus près. Donc c'est un vrai drapé, c'est absolument fabuleux. Alors évidemment, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle ce qu'on appelle, quand vous allez à l'océan, les ripple marks. Là, vous voyez, c'est ce que l'eau peut faire sur le sable. Là, c'est l'air qui fait ça. Pourquoi? Parce que l'air martien, l'atmosphère martienne, elle est très ténue.
il n'y a pas de turbulence. Donc il y a une espèce d'écoulement laminaire et qui va donner ces drapés absolument fabuleux. Et puis là, vous voyez, en zoomant un peu plus, pour moi, ce sont des images, c'est presque de l'art abstrait. Donc ce sont des dunes qui, en termes de composition, vous voyez qu'elles sont noires. Hein. Ce n'est pas la dune du Pilat, ce n'est pas quartz dominant, hein, même si on est tombé sur des zones assez riches en feldspath. Ce sont des dunes avec un peu d'olivine, mais beaucoup moins que ce qu'on imaginait, des pyroxènes, des feldspaths. Ça ressemble à certaines dunes ou certains sables plutôt qu'on trouve en Islande. C'est tout à fait comparable. Et donc maintenant, on arrive au pied du mont Sharp, donc on a passé le cordon dunaire, là on va arriver dans une zone riche en hématite. Les 2 ans réglementaires évidemment sont plus que terminés. On arrive à la 4e année, hein, on est dans notre 4e année, et donc tout le monde est impatient d'aller observer ces argiles. Alors ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai un œil toujours déformé, c'est-à-dire qu'on fait quand même beaucoup de photos à l'infini. Et quand on regarde le pied du mont Sharp, oui, il y a des argiles, mais alors il y a des espèces de fronts de coulées volcaniques. Pareil, les gens ne les attendaient pas, qu'il va falloir aller regarder de plus près. Donc là, on est vraiment dans l'expectative. Là, pour vous montrer, on s'amuse aussi. Là, c'est un petit coucher de soleil sur les flancs du cratère de Gale. C'est quand même assez joli. Là, un bilan. Alors, ce bilan, quand même... Donc là, il faut dire 12 km en 4 ans, hein, parce que ma diapo n'est pas réactualisée. Mais vous voyez que la statistique des cibles analysées par le laser ChemCam est phénoménale. Hein. On a analysé plus de 1000 cibles, alors que la fluorescence X a analysé une centaine de cibles, et que Kemin et Sam ont analysé moins de 10 cibles. Donc, sans faire cocorico, mais on va le faire quand même, ce laser donne plus que ce qu'on espérait. Et il y a une mission qui part, qui s'appelle MSL 2020, donc ça va être le jumeau de Curiosity, c'est encore une mission américaine, donc qui, comme son nom l'indique, part en 2020. Sur ce robot, il n'y aura que 5 instruments, parce que le robot va être, entre autres, occupé par une machine qu'on appelle MOXIE, qui va transformer l'atmosphère martienne en oxygène en prévision des missions habitées, etc., entre guillemets, c'est une prévision très lointaine. Et donc, il n'y a que 5 instruments qui ont été sélectionnés. Et SuperCam, qui est un ChemCam survitaminé, comme dirait Sylvestre Maurice, a été sélectionné pour la 2e fois. Donc, on prend la même équipe, on recommence. Bon, on l'a un peu élargi, parce que ça va être une mission orientée encore plus matière organique. Donc, pour ce qui est du côté ChemCam, on l'a élargi à des grands minéralogistes de l'IMPMC qui travaillent sur la matière organique et sur l'origine du vivant. Et donc, ce SuperCam, un nom qui peut paraître un peu douteux pour certains, mais en tout cas, c'est vraiment... Là, ça va être 3 instruments en un, parce qu'on va avoir le laser, donc la spectrométrie optique, on va avoir un raman, on va avoir un infrarouge et une caméra. Donc, 4 instruments en un. Donc là, on est dans les préparatifs, avec un support du CNES qui est plus que conséquent. Ça arrange les Américains aussi, les Français. Bon, pas uniquement au niveau technologique, effectivement, les équipes toulousaines et autres sont vraiment très fortes, mais pour eux, c'est tout bénéfice, parce qu'en termes de masse salariale, on ne leur coûte rien. Donc en fait, on arrive avec un instrument qui a été en grande partie financé par la France, et puis avec des équipes françaises qui travaillent pour le grand bénéfice des équipes américaines. Ceci dit, on est très content d'être sur ces robots parce que ces robots atterrissent et que pour l'instant, les expériences européennes n'ont pas forcément marché. Alors moi, Philae Rosetta, c'est merveilleux. C'est quand même, pour moi, une des plus grandes réussites de l'ESA. Maintenant, vous savez qu'il y a ExoMars qui va partir. On est tributaire d'un lanceur russe. On ne sait pas trop si ça va marcher, d'autant que la dernière fois qu'on est parti avec un lanceur russe, c'était Phobos Grunt, et que la mission a explosé en vol. Alors les Russes sont très forts scientifiquement. Par contre, en termes techniques, au niveau de leur base de lancement, apparemment, ils ont perdu de leur expertise et malheureusement, mais les lancements ont tendance à se suivre et à se solder par des échecs. Ce qui est dommage parce que au niveau du robot, on travaille avec quelques Russes sur un des instruments et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, ExoMars qui doit partir bientôt
est tributaire donc d'un lancement à Baïkonour. Et donc, dans les jours qui viennent, il doit partir courant du mois de mars. Alors, vous avez été au courant qu'InSight, qui était encore une mission avec énorme participation française pour envoyer un sismomètre sur Mars, a été malheureusement, elle devait partir, a été décalée de 2 ans parce qu'on a un problème de fuite. Donc voilà, donc là c'est pour faire le résumé des missions à venir. Hein. Donc vous voyez, donc je vous parlais, donc InSight n'est pas parti, est décalé de 2 ans. Donc on va avoir ExoMars, je ne l'ai même pas noté, si c'est ici, et à l'horizon 2020. Donc ExoMars c'est une mission en 2 temps. On envoie d'abord un orbiteur, donc ce qui va partir en mars, et après on enverra un atterrisseur. Cet atterrisseur aura pas mal d'instruments et notamment une foreuse qui sera capable, elle est italienne, d'aller à plus d'1 mètre de profondeur, ce qui est quand même au-delà de ces 3 cm confort. Maintenant, il faut encore que cette foreuse marche. Et voilà, et puis MSL 2020, donc moi je serais presque sur un fauteuil roulant, mais je participe en tout cas aux préparatifs. Et là, en ce moment, on prépare les cibles de calibration de l'instrument. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Là, vous avez vu de Mars une image de la Terre, un lever de terre avec sa Lune. Évidemment, un lever de terre sur la Lune, c'est plus impressionnant puisque la Lune, c'est une semaine de Mars. Là, on est à 9 mois, donc évidemment, les échelles ne sont pas les mêmes. Donc écoutez, je vous remercie. Désolée pour ces problèmes techniques.